Alors, bonjour à chacune et chacun en présence et puis aussi bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne. Donc, le laboratoire de recherche, intervention, formation au travail, donc le RIFT, a le grand plaisir de vous accueillir dans cette conférence d'ouverture de l'année académique. Alors, pour celles et ceux, soit ici, soit en ligne, qui ne connaissent pas notre laboratoire, il a été créé en 2002 dans le secteur de la formation des adultes à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Et puis, il a pour vocation d'articuler de manière critique recherche, intervention et formation. Et puis, ses membres, aux ancrages universitaires, ont aussi un cœur et avec la cité. Il comprend 5 équipes. Et puis, les 2 objectifs principaux du RIFT, c'est justement de constituer des lieux d'échange et de débat scientifique, comme on le fait ce soir avec cette conférence et avec toutes ces conférences qu'on organise tout au long de l'année. Ça permet de mettre les gens en réseau, d'avoir des partenariats et puis de pouvoir aussi offrir aux institutions et aux organisations du travail le fruit aussi de nos recherches. Et puis, le deuxième objectif, c'est de contribuer à la conception, à la réalisation et à l'analyse d'interventions recherche. Donc, c'est aussi ce qu'on fait justement dans notre laboratoire. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Karine Lempen, qui est donc professeure ordinaire au département de droit civil à l'Université de Genève. Je vous remercie vraiment au nom du laboratoire très sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Donc, Karine Lempen a fait ses études de droit à Lausanne, à Genève. Elle est aussi allée à Berkeley, donc au centre de justice sociale, et à Berlin, à la Humboldt Université. Sa thèse de doctorat porte sur la responsabilité civile de l'employeur en cas de harcèlement sexuel. Karine Lempen a travaillé durant 9 ans à Berne, au Bureau fédéral de l'égalité. Et puis, dans cette fonction, elle a représenté la Suisse aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe. Elle a été longtemps chargée de cours ici, donc en études genre, dans la maîtrise d'études genre. Et puis, elle enseigne à présent le droit suisse, international et européen du travail, avec un accent sur le thème de la discrimination. Ce qu'on peut dire aussi, je ne serai de toute façon pas exhaustive, elle a été membre de la délégation suisse au groupe d'experts intergouvernemental qui était chargé de rédiger la Convention d'Istanbul, qui date de mai 2011. Et cette convention, peut-être un tout petit rappel, porte sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Et puis, cette convention est entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018. Cette convention, elle constitue l'accord international le plus complet qui vise à combattre ce type de violation des droits humains. Il s'étend au champ d'action prévention de la violence, protection des victimes, poursuite pénale et approche globale coordonnée, ce qu'on appelle les politiques intégrées. Et depuis 2014, Karine Lempen assume la rédaction des résumés de la jurisprudence relative à l'égalité dans les relations de travail. Et puis, ces résumés sont publiés sur le site de la LEG. Et c'est un site qui a justement pour objectif de permettre au grand public, ainsi qu'aux professionnels du droit qui sont confrontés à des problématiques de discrimination à raison du sexe dans les relations de travail, de mieux connaître les dispositions légales, la jurisprudence et la doctrine en la matière. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller sur ce site de la LEG, du coup, moi, je ne connaissais pas, mais je suis allée regarder et j'ai trouvé ça vraiment tout à fait très, très intéressant. Et en 2019, Karine Lempen a fondé avec les professeurs Stéphanie Dagron et Anne-Sylvie Dupont le pôle Bernstein pour l'étude du droit du travail et de la sécurité sociale. Et ce pôle, a une mission aussi comme notre laboratoire, de mettre au service de la cité par l'organisation d'événements destinés au grand public et sa disponibilité pour la rédaction d'avis de droit. Donc voilà ce que je voulais dire sur vous aujourd'hui. Donc, je vous invite aussi à aller voir les publications. J'ai trouvé aussi vraiment très intéressant d'avoir des publications vraiment dans différentes revues et dans des genres différents qui sont justement aussi accessibles au grand public.
Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire cette conférence et je vous souhaite à toutes et tous, ici et en ligne, eh bien, une bonne conférence. Merci beaucoup. Chers collègues, merci beaucoup pour cette introduction. Je crois que vous avez été en fait quasi exhaustive sur mon CV. Donc, c'était très aimable de votre part. Et aussi, merci beaucoup de m'inviter à participer à ce cycle de conférences publiques du RIFT. Cher public, ici dans la salle et à distance, donc mon exposé s'intitule « Les droits de la personnalité dans un monde du travail digitalisé », donc un grand titre. Vous verrez, mon approche est essentiellement juridique, mais j'ai bien conscience du fait que vous, public, vous avez des ancrages disciplinaires tout à fait différents. Donc, j'espère que mon propos sera compréhensible, bien sûr aussi pour les non-juristes. Peut-être vous souvenez-vous qu'en réponse à différentes interventions parlementaires, le Conseil fédéral a récemment rendu différents rapports en fait en lien avec la transformation radicale du monde du travail par les nouvelles technologies. Alors, je pense en particulier aux deux rapports qui sont mentionnés sur la diapositive, à savoir un rapport de 2017 au sujet des conséquences de la numérisation sur l'emploi et les conditions de travail, et un rapport plus récent consacré aux assurances sociales. Alors, selon ces rapports, hein, si je résume, la mutation en fait, numérique du monde du travail a deux conséquences en particulier, si on schématise. D'une part, de manière générale, la mise en réseau des postes de travail via Internet signifie que les travaux informatisés sont de plus en plus souvent effectués de manière décentralisée, sans contrainte horaire, ce qui résulte en un phénomène de flexibilisation, de flexibilité spatio-temporelle des conditions de travail. Ça, c'est la première grande conséquence. Et puis, d'autre part, le processus de numérisation contribue à l'apparition de nouvelles formes d'emploi, liées notamment à l'apparition des plateformes numériques comme Uber ou Smood, pour ne mentionner que celles qui font le plus souvent l'objet des grands titres ces derniers jours. Alors, je vais pratiquement pas vous parler, en fait, je ne vais pas vous parler des plateformes numériques parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, la plupart des personnes salariées ont comme employeuse une autre entité qu'une plateforme numérique. Donc, même si c'est un phénomène important, hein, conséquence de la numérisation du monde du travail, c'est quand même pour la Suisse un phénomène relativement marginal par rapport à l'emploi salarié classique, hein, qui reste largement dominant. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vais m'intéresser à l'impact de la numérisation sur la façon dont le travail salarié classique est exécuté. Et évidemment, je mettrai, comme le titre de ma conférence l'indique, l'accent sur les droits de la personnalité. Donc, mon exposé il se subdivise en trois parties. Tout d'abord, la première partie sera la plus longue. Je vous parlerai de télétravail et temps de travail, et notamment toutes les questions que cela pose en termes de conciliation travail-famille. Il sera aussi question des accords sur le droit à la déconnexion. Nous verrons un peu mieux de quoi il s'agit. Une deuxième partie sera consacrée au harcèlement entre collègues via Internet, ou cyberharcèlement dans le monde du travail. Ceci d'ailleurs fera le lien avec la Convention d'Istanbul qui interdit évidemment ce type de harcèlement. Et puis une troisième partie plus brève sera consacrée à la surveillance du personnel et en particulier la surveillance numérique du personnel et bien sûr ses limites, hein, c'est-à-dire jusqu'où cette surveillance est-elle licite ou pas. Alors, je commence avec la première partie, celle qui est consacrée au télétravail et temps de travail. Et que je pourrais avancer dans ma slide. Voilà. Hop. Si tu peux descendre en... Ah, voilà.
Je comprends le souci. Voilà. Donc, vous le savez bien, ce phénomène de digitalisation du monde du travail, il s'est accéléré durant la pandémie de Covid-19. Les mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie ont eu pour conséquence notamment un recours au télétravail bien plus fréquent que par le passé. Alors, un rapport conjoint de l'Agence Eurofound et du Bureau international du travail mentionne comme première conséquence du télétravail un allongement de la durée du travail. Alors, un allongement de la durée du travail, ça paraît logique lorsque le télétravail vient en fait s'ajouter aux heures de travail convenues. En effet, il peut y avoir différents types de télétravail. Le télétravail formel à la place du travail de bureau. Alors, généralement, ce type de télétravail formel peut tout à fait faire l'objet et devrait même faire l'objet d'une convention. Et puis, le télétravail informel, clandestin, si on peut dire, qui vient s'ajouter au télétravail formel et forcément qui souvent n'est pas rémunéré. Ça, c'est en théorie. Maintenant, en pratique, je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire que la frontière entre télétravail formel et informel est quand même souvent difficile à tracer, en particulier lorsque finalement les objectifs fixés par l'entreprise sont tels que le temps à disposition, le temps officiel à disposition pour atteindre ces objectifs ne suffit pas. Donc, dans ces cas-là, il est difficile quand même de déterminer si les heures accomplies depuis la maison sont finalement ordonnées par l'employeur ou l'employeuse, tolérées ou réalisées à l'insu de l'employeur ou de l'employeuse. Autre conséquence du télétravail, c'est que de manière générale, il paraît entraîner un déplacement des horaires vers le soir et la nuit. Et de plus, les personnes qui font du télétravail à domicile, donc home office, ont plus souvent que celles qui ne recourent pas à ce type de modalité, tendance à faire des heures supplémentaires les week-ends. Donc, je ne vous apprends rien lorsque je vous rappelle, notamment à la lumière de ces études, que le télétravail a tendance à brouiller cette fameuse frontière entre vie professionnelle et vie privée et rend de plus en plus difficile la distinction entre le temps de travail et le temps de repos. Dans ce contexte, il est primordial de rappeler que les règles générales de droit du travail en matière de protection de la personnalité, mais protection de la santé, en matière de durée du travail, elles sont applicables aussi en cas de télétravail. Elles s'appliquent aussi aux télétravailleurs et télétravailleuses. Et en particulier, la loi fédérale sur le travail, abrégée sur le slide LTR, reste bel et bien applicable, comme le rappelle une brochure récemment publiée par le secrétariat d'État à l'économie, donc cette brochure du SECO que vous trouvez facilement en ligne. Les dispositions de la loi sont applicables en cas de télétravail, notamment l'article 6 de la LTR, en vertu duquel la partie employeuse doit protéger la santé de l'ensemble de son personnel et notamment veiller à organiser le travail de manière à éviter les situations de surmenage et d'épuisement professionnel. Ensuite, dans la loi sur le travail, vous trouvez aussi les dispositions de droit public qui fixent une limite impérative pour la durée hebdomadaire du travail. Donc, cette limite, elle est à 45, 50 heures dans certaines professions. Évidemment que ces maxima sont aussi applicables en cas de télétravail. Et l'application de la loi sur le travail signifie aussi qu'un repos quotidien d'au moins, en principe, 11 heures consécutives, donc à la suite, sans interruption, doit être respecté. Enfin, l'application de la loi sur le travail a aussi pour conséquence que le travail de nuit et le travail dominical sont en principe interdits. Ça signifie que dans les situations où il n'y a pas de dérogation
à l'interdiction de travailler la nuit et le dimanche qui serait justifiée, une dérogation au sens où la loi le prévoit elle-même, eh bien, le fait, par exemple, de traiter ses courriels la nuit et le dimanche est tout simplement interdit en bonne théorie, en droit en vigueur, hein, tel que la situation est actuellement en vigueur. Alors voilà, vous n'êtes sans doute pas sans ignorer qu'il y a au Parlement fédéral plusieurs interventions qui vont dans différentes directions, puisque les unes demandent véritablement un assouplissement de ces règles de la loi sur le travail, de manière à ce qu'il y ait moins un fossé finalement entre ces normes et puis la réalité finalement du télétravail, qui fait que vous allez vite quand même répondre à un courriel le soir, debout depuis votre smartphone. Et puis, d'autres interventions parlementaires qui mettent en revanche en garde contre un tel assouplissement des normes protectrices prévues par la loi sur le travail. Pourquoi est-ce qu'elles sont prévues, pourquoi sont prévues ces maxima et ces autres prescriptions que je viens de vous présenter? Eh bien, c'est évidemment pour des motifs de santé. Donc, il y a évidemment un risque réel d'épuisement professionnel qui peut être lié à ce phénomène d'hyper-connectivité, raison pour laquelle voilà, il y a aussi des interventions parlementaires qui vont dans le sens inverse et qui disent il ne faut surtout pas déréglementer, surtout pas abaisser le niveau de protection garanti par la loi sur le travail. Donc voilà, les mois et années à venir nous montreront si oui ou non un compromis politique se dégage par rapport à cette réglementation du temps de travail, en lien notamment avec l'avènement du télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on reste donc, dans le cadre du droit en vigueur, pour l'appliquer, donc pour savoir par exemple si la durée maximale du travail a été atteinte dans un cas donné, encore faut-il savoir si tel laps de temps est considéré ou pas comme du temps de travail. Qu'est-ce que le temps de travail finalement? Est-ce que le temps où finalement vous n'effectuez aucune tâche concrète, mais vous vous tenez quand même à disposition pour répondre à d'éventuels besoins de l'entreprise, est-ce que c'est du temps de travail, oui ou non? Alors, il y a dans une des ordonnances relatives à la loi sur le travail, l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, il y a une définition du temps de travail qui est reproduite sur la diapositive. Il s'agit de l'article 13 de l'OLT1 qui nous dit que la durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur. Bon, c'est écrit au masculin comme tous les textes de loi, mais ça vaut aussi pour la travailleuse et l'employeuse. Donc, comment interpréter finalement cette notion? Alors, la doctrine juridique l'interprète généralement, interprète le temps de travail comme tout laps de temps qu'une personne salariée passe dans l'intérêt prépondérant finalement de l'employeur ou de l'employeuse, conformément à la volonté de son employeur ou de son employeuse. C'est-à-dire que l'employeur, l'employeuse, soit à demander que la personne se tienne à disposition, soit tolère et donc accepte cela. C'est très bien que la personne est à disposition, même si elle n'a pas formulé expressément cette directive, elle n'en attend pas moins quand même que son personnel soit joignable. Donc, dans ce cas-là, si une personne passe un certain temps dans l'intérêt prépondérant, et a fortiori exclusif de l'employeur ou de l'employeuse, même si concrètement elle n'effectue aucune tâche, cette personne a travaillé. Donc, il s'agira de voir, dans un cas concret, est-ce que le fait que Madame X a passé toute la journée avec son ordinateur portable qu'elle a pris pour pouvoir justement répondre à d'éventuelles demandes urgentes, est-ce que Madame X a quand même pu profiter de ce temps, utiliser ce temps ou pas? Et puis, suivant la réponse, suivant l'analyse du cas concret, on dira c'est du temps de travail ou pas. Et si c'est du temps de travail, il faudra comptabiliser cette heure pour savoir si le maximum impératif posé par la loi sur le travail est atteint ou non. Donc, vous voyez bien quand même les difficultés aussi d'application concrète. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la durée du travail. Maintenant, il y a l'aspect justement conciliation entre différents types de travail, le travail qui est rémunéré et puis le travail de care ou de soins aux proches
qui, lui, n'est pas rémunéré. Donc, la conciliation entre le travail et le travail, finalement. Donc, vous savez que l'employeur, l'employeuse a non seulement l'obligation de protéger la santé, hein, comme je viens de le dire, mais aussi doit protéger et respecter la vie privée des personnes salariées. Ceci vaut bien évidemment aussi en cas de télétravail. Donc, de nos jours, il est admis qu'une clause contractuelle, une clause dans un contrat ou une directive de l'employeur ou de l'employeuse qui demanderait à une personne salariée d'être constamment atteignable, hein, donc même en dehors des heures de travail, eh bien, cette clause contractuelle ou cette directive serait manifestement contraire aux normes de protection de la personnalité, en l'occurrence manifestement contraire à l'article 328 du Code des obligations. Cette disposition, cet article 328 du Code des obligations, et de manière générale, en fait, le principe de la bonne foi, qui est un principe général du droit, fait que la partie employeuse, que ce soit une entreprise ou une personne privée, n'a pas le droit, en fait, d'imposer aux individus qui travaillent pour elle un changement d'horaire qui serait incompatible avec leur situation personnelle. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui travaille à temps partiel selon des horaires réguliers, eh bien, la hiérarchie doit prendre en considération les engagements pris par cet employé durant les heures qu'elle ne doit pas à l'entreprise. Hein. Notamment, il peut s'agir d'un second emploi, il peut s'agir d'une formation continue, ou il peut s'agir justement d'obligations familiales, qu'il s'agisse de la prise en charge d'enfants en bas âge ou de personnes âgées. Donc, il y a dans la loi sur le travail un article 36, en vertu duquel, lorsque l'employeur fixe les heures de travail et de repos, il doit tenir compte des responsabilités familiales des travailleurs, ce qui peut donc impliquer pour l'employeur, l'employeuse, l'obligation de veiller à la régularité et à la prévisibilité des horaires. Hein. La question de la prévisibilité est importante. Donc, si modification des horaires il doit y avoir, eh bien, cette modification doit être annoncée suffisamment tôt pour que la personne salariée ait la possibilité de s'organiser, en particulier justement lorsque les horaires sont restés longtemps inchangés. Maintenant, là, je vous ai parlé d'un changement d'horaire en partant du principe que les horaires étaient fixés quelque part, mais disons même lorsque les horaires ne sont pas du tout spécifiés dans le contrat de travail, eh bien, plusieurs auteurs, dont je fais partie d'ailleurs en droit, considèrent que l'horaire pratiqué peut être finalement tacitement intégré au contrat de travail après un certain temps, n'est-ce pas? Donc, une certaine pratique d'un horaire régulier pendant plusieurs années pourrait lui conférer, si vous voulez, un caractère contractuel, avec pour conséquence qu'une modification ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux parties au contrat de travail et pas seulement via une directive communiquée de manière unilatérale par la partie employeuse. Ainsi, lorsqu'une personne employée assume des obligations familiales de façon régulière, par exemple, la garde des enfants tous les mardis et jeudis, journées durant lesquelles, par hypothèse, les enfants ne peuvent pas être pris en charge par la structure d'accueil extrafamiliale, puisque durant l'année en cours, eh bien, il n'y a pas de place les mardis et jeudis. Donc, voilà, la personne salariée à congé les mardis et jeudis, eh bien, en principe, son employeur, son employeuse n'a pas le droit d'exiger une modification durable ou même occasionnelle des jours de travail, sous réserve, et il y a toujours un mais, évidemment, sous réserve d'une situation d'urgence. Et là, on pense notamment à tous ces bouleversements organisationnels qui ont eu lieu notamment au printemps 2020 lors de l'apparition finalement du Covid-19. À ce moment-là, c'est vrai que ce semi-confinement qui a été décrété par les autorités fédérales l'a évidemment
a eu pour effet de bouleverser complètement, d'ailleurs, non seulement les horaires de travail, mais aussi bien souvent le lieu de travail, puisque le télétravail a été ordonné puis recommandé. Alors justement, venons-en à nouveau au télétravail. Une récente étude sur les effets sexospécifiques des mesures étatiques de lutte contre le Covid-19, donc une étude qui a été mandatée par la Commission fédérale pour les questions féminines, commission extraparlementaire. Cette étude nous montre qu'en Suisse, donc, les mères ont dû faire face, plus que les pères, à des problèmes de conciliation durant cette période de home office que nous avons vécue il y a 2 ans. Au printemps 2020, donc lors du premier semi-confinement décrété par les autorités, les mères ont réduit leur activité professionnelle plus fortement que les pères, de manière à faire face finalement à la surcharge de travail, de care en fait, qui était présente. D'autres études plus anciennes qui ont été compilées par Eurofound et l'Organisation internationale du travail, donc déjà avant cette pandémie de Covid-19, montraient bien que ce lien entre télétravail et la soi-disant work-life balance n'est pas si évident que ça. En réalité, c'est quand même assez complexe parce que d'un côté, c'est vrai que le télétravail, on nous présente souvent comme la mesure miracle qui va permettre à tout le monde d'équilibrer ces différentes sphères de vie. Et puis, d'un autre côté, il faut quand même dire que lorsque le télétravail, en réalité, se fait à domicile durant des périodes de temps qui habituellement sont plutôt dévolues à la famille, typiquement le dimanche, c'est sûr que le télétravail peut conduire à négliger les tâches domestiques, peut amener évidemment des tensions dans les ménages, en particulier les ménages qui ont des enfants en bas âge. C'est sûr que le télétravail de l'un doit être négocié avec l'autre. L'autre, admettons qu'il y a un autre adulte présent dans le ménage qui, du coup, va devoir s'occuper seul de l'enfant en bas âge. Donc, il y a quand même une négociation qui va devoir se faire entre parents, par exemple, si c'est les 2 parents de l'enfant qui vivent dans le ménage. Il faudra que l'un obtienne le consentement, pour ne pas dire l'autorisation, de travailler le dimanche. Alors, à défaut de l'obtenir de la part de l'inspection du travail, il faudra au moins l'obtenir de la part de la personne qui cohabite. Ça, c'est sur le plan, disons, relationnel à l'intérieur de la famille, mais même sur le plan du droit du travail, l'introduction du télétravail nécessite en principe l'accord des 2 parties au contrat de travail, puisqu'il s'agit de modifier ce lieu de travail. Maintenant, cet accord, il peut être tacite, ce n'est pas forcément un accord express. Pourquoi je vous parle d'un accord tacite? Je pense par exemple au cas que nous rencontrons actuellement souvent, où finalement le home office, le télétravail à domicile, a été introduit en urgence dans ce contexte a priori temporaire et complètement exceptionnel de cette pandémie de Covid-19, qui, malgré son caractère abrupt, se prolonge dans le temps, même dure plusieurs années. Alors, la question qui se pose, c'est à partir de quel moment, finalement, la modification du lieu de travail qui a été introduite dans l'urgence, finalement, est tacitement intégrée au contrat de travail, à force de continuer à être pratiquée. Alors, évidemment, comme chaque fois, il va falloir regarder quelles sont les circonstances concrètes dans le cas d'espèce. Il se peut déjà que le contrat contienne une clause de mobilité, en vertu de laquelle la partie employeuse a de toute façon le droit unilatéralement de changer le lieu de travail. Il faudra aussi voir, est-ce que l'entreprise a régulièrement rappelé le caractère temporaire et exceptionnel de la mesure du home office ou pas. Donc, voilà, suivant toutes ces circonstances, on pourra admettre ou pas une modification tacite du lieu de travail. Ceci dit, même dans le cas de la clause de mobilité, où en fait la direction d'une entreprise
pourrait en fait changer le lieu de travail, même sans l'accord de la personne salariée. Il faut bien voir que ces clauses de mobilité doivent être mises en œuvre toujours dans le respect des droits de la personnalité, c'est-à-dire, voilà, le principe général, c'est toujours qu'une personne salariée n'a pas l'obligation d'accepter un changement de lieu de travail qui serait incompatible avec sa situation personnelle, notamment avec ses obligations familiales. Alors, imaginons maintenant le cas d'une entreprise qui, pour faire des économies en termes voilà, pour louer, par exemple, moins de surface de locaux, ou pour faire des économies en termes d'électricité, on ne sait jamais, décide finalement d'envoyer une partie de son personnel, enfin, demande à certains membres de son personnel de travailler au moins en partie à la maison, certains jours fixes dans la semaine. Alors, dans ce cas-là, c'est possible. Simplement, il faudra que l'employeur ou l'employeuse s'assure déjà que les personnes salariées peuvent travailler dans de bonnes conditions dans leur domicile privé, enfin déjà qu'elles ont une pièce pour faire ce télétravail. Et il faudra aussi s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination entre ces personnes qui vont devoir finalement travailler à distance certains jours de la semaine et les autres personnes qui seront autorisées à travailler exclusivement dans les locaux de l'entreprise. Discrimination notamment en termes de contribution aux frais, tout ce qui est fourniture, en fait, l'infrastructure, instruments de travail, etc. Donc voilà les problématiques très concrètes avec lesquelles nous sommes confrontés à présent depuis ce recours vraiment accru au télétravail. Maintenant, pour rester quand même et finir sur cette question de la conciliation entre travail rémunéré et travail non rémunéré, ce qui me paraît clair, c'est qu'à partir du moment où un employeur, une employeuse, une personne salariée se sont mis d'accord, on conclut un accord de télétravail pour dire, voilà, tel jour, la personne salariée travaille depuis chez elle. Il me paraît indispensable, si on souhaite véritablement que le télétravail soit une mesure permettant de favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il me paraît indispensable que la personne salariée puisse se fier à cet accord qui a été conclu et véritablement compter sur le fait que le mardi, si c'est le mardi, elle ne devra pas venir travailler sous réserve, voilà, de cas alors vraiment d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Or, dans la pratique, on voit de plus en plus quand même d'accords de télétravail qui prévoient la possibilité finalement de révoquer la journée de télétravail, non pas seulement dans des situations d'urgence ou des situations exceptionnelles, mais aussi simplement pour des motifs organisationnels. Donc concrètement, voilà, si ça vous arrange que la personne elle vienne pour une séance, mais qui n'a rien d'urgent, simplement ça vous arrange mieux qu'elle vienne, elle devra venir. Et puis, généralement, si l'accord ne prévoit pas un délai de préavis obligatoire pour que la personne puisse s'occuper. Donc, la personne qui normalement commence sa journée par amener son enfant au cabinet de physiothérapeute qui est proche de son domicile avant de commencer sa journée officielle de travail, qu'elle ne peut faire évidemment que si elle ne doit pas encore se déplacer plus loin pour aller dans les locaux de l'entreprise, voilà, elle doit pouvoir compter sur le fait qu'elle va pouvoir honorer cet autre engagement avant de commencer sa journée officielle de travail et qu'on ne va pas lui dire la veille, en fait, finalement, ce serait quand même mieux que tu sois à cette séance, donc bye bye le jour de télétravail. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de loi qui dise que je suis en train de vous dire. C'est évidemment, c'est mon appréciation juridique sur nos textes légaux. Donc voilà, il n'y a pas non plus de jurisprudence en fait claire, ni du tribunal fédéral, ni même des jurisprudences cantonales qui auraient tranché cette question. Donc voilà, je vais vous satisfaire d'un avis de doctrine, si je puis dire. Toujours dans le chapitre télétravail et temps de travail, je voulais aborder enfin la question du droit à la déconnexion. Alors, c'est un concept qu'on entend de plus en plus souvent. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion? Si vous voulez, c'est une catégorie du droit
à la non-joignabilité, le droit de ne pas être joignable. Évidemment, le droit à la déconnexion, la question se pose avant tout dans les professions où justement on travaille sur ordinateur, et notamment en cas de télétravail. Alors là, il y a des développements au niveau de l'Union européenne, notamment en janvier 2021, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il demande finalement à la Commission européenne de compléter le dispositif législatif existant par une nouvelle directive qui prévoirait explicitement le droit à la déconnexion. Donc, l'idée forte, disons, dans cette résolution du Parlement européen propose donc propose que la Commission adopte une nouvelle directive, c'est de laisser la mise en œuvre concrète de ce droit à la déconnexion aux partenaires sociaux. Donc, l'idée, c'est de dire que voilà, le droit en tant que tel, il serait prévu dans le droit européen, dans la directive, mais après, les États membres devraient, en vertu de cette directive, faire en sorte que les partenaires sociaux, donc les organisations patronales et syndicales, concrétisent, opérationnalisent finalement ce droit à la déconnexion dans des conventions collectives de travail ou au niveau de la branche, par exemple, ou au niveau de l'entreprise, dans des accords d'entreprise. Donc, quand même un rôle important là pour la négociation collective entre partenaires sociaux. Ceci dit, les États membres de l'Union européenne n'ont pas en fait attendu cette résolution du Parlement européen pour finalement traiter du droit à la déconnexion en lien avec cette apparition de ces nouvelles formes de travail mobile. Donc, il y a certains États membres de l'Union européenne qui, d'ailleurs, à l'instar de la Suisse, ont une approche qui est fondée uniquement sur le partenariat social. C'est l'idée de dire on n'a pas besoin de loi. Les partenaires sociaux font ça très bien. Donc, on va simplement laisser les questions de déconnexion à la négociation collective sans toucher en fait au droit. Et puis, il y a des États membres de l'Union européenne comme la France, la Belgique, l'Espagne ou l'Italie qui, eux, ont déjà en fait ancré dans leur loi, donc au niveau législatif, non pas un droit à la déconnexion, mais un droit à la négociation collective sur les questions de déconnexion. Vous voyez la nuance. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait finalement à négocier? Qu'est-ce qu'on peut régler en lien avec cette question de la déconnexion? Alors, là, je vous renvoie à nouveau au rapport Eurofound sur ce sujet qui donne vraiment plusieurs exemples de mesures qui ont justement été concertées entre partenaires sociaux. Donc, ces différentes mesures opérationnalisent ce concept assez théorique de droit à la déconnexion. Alors, il y a des tendances plus radicales, finalement, qui consistent simplement à mettre hors service les serveurs de l'entreprise ou à bloquer l'entrée des courriels à partir d'une certaine heure. Alors, vous me direz, oui, bon, mettre hors service les serveurs, par exemple, à l'université, si on mettait hors service les serveurs, tout le monde, voilà, copierait je pense que voilà, les gens copieraient leurs documents sur leur ordinateur privé et puis continueraient à travailler dessus et puis le réintégreraient sur le serveur dès la première occasion possible. Mais il y a quand même toute une série de métiers où ce n'est pas possible parce que les gens doivent vraiment travailler sur les dossiers partagés qui ne sont que sur le serveur et qui ne peuvent pas en être extraits pour des questions de confidentialité. Donc, c'est vrai qu'une mesure radicale peut consister simplement à mettre hors service les serveurs, donc pas d'accès à l'entreprise, pas d'accès digital à l'entreprise en dehors des heures de travail. Ça, c'est la mesure, disons, la plus radicale. Et puis, une version plus soft, ce serait, dans certains cas, de faire surgir un peu des fenêtres d'avertissement, pop-up, qui dit « Ah, attention, en dehors des heures de travail, les courriels ne doivent pas être traités. » Il n'y a pas, à ma connaissance, encore vraiment d'évaluation de l'efficacité de ces différentes mesures que vous connaissez peut-être dans vos différentes institutions ou entreprises. Vous avez fait justement des expériences de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Je le dis aussi par rapport à plusieurs personnes qui sont peut-être en ligne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes dans les ressources humaines. Donc,
moi, ce qui me semble, c'est que dans un cas, lorsque les serveurs sont vraiment hors service, bon, voilà, c'est vraiment un vrai droit d'être déconnecté, alors que dans l'autre cas, c'est un droit de se déconnecter. Enfin, ça présuppose quand même une démarche active de la personne qui sait que, voilà, en théorie, elle a le droit de se déconnecter, mais il faut quand même qu'elle le fasse. Il faut qu'elle fasse ce pas. Et suivant le contexte dans l'entreprise, il se peut qu'elle soit réticente, en fait, à accomplir cet acte si elle a l'impression que cet acte pourrait être interprété notamment par sa hiérarchie comme un manque d'ambition. Parce que voilà, il peut y avoir en théorie ce droit de se déconnecter, mais concrètement, les gens qui le font, ce n'est pas ces personnes-là qui seront promues. Donc, on voit quand même l'importance d'avoir une réflexion sur ce droit à la déconnexion qui va au-delà de la simple mise en œuvre technique, genre voilà, quel logiciel nous permettrait d'assurer le droit à la déconnexion, mais vraiment l'importance d'avoir cette réflexion plus fondamentale sur les causes qui expliquent que les gens n'arrivent pas à se déconnecter, c'est-à-dire évidemment la charge de travail, ce qu'on appelle le workload, et puis la culture d'entreprise, comme je le disais, le comportement du personnel d'encadrement qui va évidemment jouer un rôle décisif par rapport à encourager ou au contraire pas du tout encourager les personnes. Donc si on est plus dans une approche droit de se déconnecter, ça présuppose véritablement aussi d'accompagner la simple énonciation de ce droit, de mesures de sensibilisation justement à l'importance d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'importance justement de mesures de protection de la santé. Donc, c'est une démarche beaucoup plus globale, évidemment, au niveau de l'entreprise. Alors, pour terminer sur le droit à la déconnexion, je rappellerai qu'il y a un certain nombre de motions qui ont demandé ces dernières années qu'un tel droit à la déconnexion fasse son apparition dans la loi suisse. Donc, toujours avec cette justification qu'il faut prévenir l'épuisement professionnel. Alors, il y a eu la motion Mazzone, par exemple, qui a été classée en 2019, la motion Reynard, qui, elle, a été rejetée par le Conseil national en septembre dernier, 2021. Et puis, la dernière en date, une motion Guizine qui propose de modifier alors, la loi sur le travail, non pas dans le sens que je disais avant, en assouplissant les règles, mais au contraire, modifier la loi sur le travail afin d'y inscrire vraiment le droit de ne pas être disponible durant le temps libre. Alors, dans ses réponses à ces motions, le Conseil fédéral redit chaque fois un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas, à son avis, nécessaire d'inscrire dans la loi un droit à l'indisponibilité, puisque celui-ci se déduit tout simplement des règles sur le temps de travail, c'est-à-dire pendant le temps de travail, le travailleur doit être à disposition de l'employeur, cas échéant en étant joignable, et puis en revanche, pendant le temps de repos, l'employeur n'a pas à pouvoir atteindre les travailleurs et ceux-ci ont le droit de ne pas être joignables. Donc, dit comme ça, c'est vrai que ça semble assez clair et on se dit, bon, à quoi bon finalement avoir des règles spécifiques? Il faut quand même ajouter que le Conseil fédéral voit aussi, il explique dans ses réponses qu'il serait quand même utile qu'il y ait des règles plus concrètes qui soient adoptées au niveau de la branche ou de l'entreprise pour définir quand même très concrètement des laps de temps durant lesquels la personne salariée doit être joignable ou pas. Alors, la balle est dans le camp des partenaires sociaux. Donc, sur la diapositive, j'ai mis un exemple de concrétisation, finalement. C'est la convention collective Sunrise, celle qui est en vigueur depuis cette année, qui a une disposition consacrée à l'annualisation du temps de travail et dans laquelle il est écrit, les employés ont le droit de se déconnecter et de n'être pas joignables, ainsi que le droit de ne pas réagir en dehors de la réglementation établie en matière de temps de travail. Et puis après, des modalités encore plus concrètes doivent être adoptées entre les différentes parties au contrat individuel de travail. Donc bon, est-ce que véritablement ce type de clause, disons, c'est surtout, je pense que vous en conviendrez, c'est surtout, disons, une portée symbolique, mais ça contribue très certainement à façonner cette culture d'entreprise, si ce droit à la non-joignabilité est clairement inscrit dans la Convention
collectifs de travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aussi bien en Suisse qu'au niveau de l'Union européenne, le rôle qu'ont à jouer les partenaires sociaux dans cette mise en œuvre du droit à la déconnexion semble incontesté finalement, que ce soit en Suisse ou dans l'UE. Donc là, j'ai terminé mon premier grand chapitre. Je vous rassure tout de suite, les deux suivants ne sont pas aussi longs. Le deuxième chapitre, eh bien, c'est celui qui a trait au harcèlement entre collègues via Internet. On entend parfois ce nouveau terme, relativement nouveau terme de cyberharcèlement. Alors, la première image que j'ai mise sur la diapositive, eh bien, c'est une image donc, tirée du quotidien Nouvelle Liste, hein, qui en novembre dernier signalait l'apparition justement d'une étude réalisée en Suisse alémanique, en Allemagne et en Autriche, montrant que justement le harcèlement et le cyberharcèlement sont de plus en plus répandus, et pas seulement chez les jeunes. Dans de nombreux cas aussi, l'acte se déroule sur le lieu de travail. Donc, c'est comme finalement ces pratiques qui se sont installées lors de la formation scolaire et puis par la suite des études, finalement, faute d'avoir été punies aussi, se transfèrent sur le monde professionnel, sur le monde du travail, où elles sont bel et bien arrivées, malheureusement. La deuxième affiche sur la diapositive, c'est celle d'une table ronde donc, qui avait été organisée par le pôle Bernstein, qui a déjà été mentionné tout à l'heure. Donc, c'était une table ronde sur la Convention de l'Organisation internationale du travail numéro 190. Donc, il s'agit de la dernière convention adoptée par cette organisation. Donc, elle a été adoptée en 2019 et elle interdit explicitement, en fait, la violence et le harcèlement au travail via les outils numériques. Donc, ça, c'est un apport de ce texte par rapport à d'autres textes. On parlait de la Convention d'Istanbul, évidemment qu'elle interdit le harcèlement et évidemment qu'elle va être interprétée comme interdisant aussi le harcèlement sous forme numérique, mais le texte n'est pas aussi explicite que dans cette convention de l'OIT 190. Alors, la convention, elle n'a pas encore, je ne sais pas été ratifiée par la Suisse. C'est-à-dire qu'en fait, au printemps dernier, le Conseil fédéral a transmis à l'Assemblée fédérale son message relatif à la ratification de cette convention 190. Donc, la volonté du Conseil fédéral est d'aller vers la ratification de cette convention. Mais tout récemment, le 19 septembre dernier, donc 19 septembre 2022, le Conseil des États a refusé d'entrer en matière sur la ratification de cette convention. Donc, il y avait différents motifs qui étaient invoqués. J'y viens tout de suite. Je voudrais juste dire que le Conseil national doit encore se prononcer sur ce dossier. Probablement, ce sera la prochaine session aux chambres. Je n'ai pas pu trouver la date exacte. Mais donc, le dossier n'est pas encore clos. Le Conseil national doit se prononcer. Maintenant, si vous avez envie d'écouter les délibérations au Conseil des États, vous verrez qu'un des sujets, finalement, un des points qui suscite le plus les discussions, c'est vraiment la question, finalement, du champ d'application assez large, en fait, de cette convention OIT 190. Si vous regardez l'article 3 de cette convention, il précise que la convention s'applique à la violence et au harcèlement s'exerçant à l'occasion, en lien ou du fait du travail. Vous voyez, ce n'est pas juste sur le lieu de travail, c'est à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail, notamment lettre D, dans le cadre de communications liées au travail effectué au moyen de technologies de l'information et de la communication, ainsi que lettre F, pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Alors, vous imaginez bien que ce type de disposition suscite le débat. Comme l'expliquait d'ailleurs au Conseil des États lors des débats le conseiller fédéral Guy Parmelin, il expliquait tout à fait à juste titre en fait que selon la Convention, les employeurs et les employeuses ne peuvent toutefois être responsables, ils ne peuvent pas être tenus responsables de faits qui échappent complètement à leur sphère d'influence. Donc, il y a un autre article dans la Convention, l'article 9,
qui oblige les États membres à adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement. Donc, il y a à la fois un champ d'application large qui va clairement au-delà des limites géographiques de l'enceinte de l'entreprise, mais d'un autre côté, quand même, la précision dans cette convention que l'employeur, l'employeuse n'a pas à répondre d'actes qui sortent complètement de sa sphère d'influence, en fait, qui ne pouvaient pas prévenir, sur lesquels elle n'a aucune prise. Alors, qu'en est-il actuellement en Suisse? En Suisse, bon, on a notamment un article 4 de la loi sur l'égalité qui interdit explicitement le harcèlement sexuel. Alors, le texte dit sur le lieu de travail. Bon, il faut dire, c'est un texte qui a été rédigé à la fin des années 80, début des années 90, hein, donc clairement, il n'y avait pas du tout ce recours accru au télétravail, hein, cette réflexion par rapport aux technologies, à la numérisation du monde du travail n'était pas du tout présente à l'époque. Donc, quand on disait sur le lieu de travail, on avait l'impression d'avoir pensé à tout finalement. De toute façon, cette notion de lieu de travail, elle est interprétée largement, c'est-à-dire que le lieu de travail, ce n'est pas seulement les bureaux, c'est aussi les lieux de pause, c'est aussi des salles de séminaire à l'extérieur. Et on a quand même quelques arrêts du tribunal fédéral, pas énormément, mais notamment les deux que j'ai mis sur la diapositive, qui ont sanctionné, qui ont reconnu comme un harcèlement sexuel dans les relations de travail des cas de harcèlement sexuel commis entre collègues via justement Internet. Donc, dans le premier arrêt que je mentionne sur la diapositive, il s'agissait d'un cadre de la police bâloise qui avait harcelé des collègues via l'application WhatsApp. Et dans le cadre de cette affaire, eh bien, le tribunal cantonal avait souligné que ce harcèlement via WhatsApp, bien qu'il ne se soit pas produit dans les locaux de la police, il était quand même, dans les faits, de nature à rendre plus difficile la collaboration et le travail. Donc, finalement, vous voyez, l'accent est mis sur les conséquences de l'atteinte à la personnalité, l'impact donc sur les conditions de travail, plutôt que sur l'endroit où se sont produits ces actes. Et je pense que ce raisonnement est tout à fait juste. Hein. À l'époque des réseaux sociaux et d'Internet, à l'heure où les individus, on l'a vu tout à l'heure, travaillent de plus en plus en tout lieu, pas seulement dans les locaux de l'entreprise, la question est surtout de savoir finalement quel impact les actes de harcèlement ont sur l'exécution du travail, indépendamment du lieu de commission. Alors évidemment, hein, des actes qui n'ont pas lieu sur le lieu de travail n'auront pas le même impact sur la vie professionnelle suivant qu'ils émanent du supérieur hiérarchique direct ou d'un ou une collègue avec laquelle on était de toute façon déjà amis de longue date avant et on a des relations privées complètement indépendantes de l'entreprise. On est bien d'accord. Dans le deuxième arrêt mentionné sur la diapositive, le tribunal fédéral a qualifié de harcèlement sexuel au sens toujours de l'article 4 de la loi sur l'égalité, le fait d'empoisonner un climat de travail en envoyant des courriels à connotation sexuelle durant les heures de travail. Donc là, c'est de nouveau un cas de cyberharcèlement, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et évidemment que cet envoi de courriel harcelant, non seulement il est contraire à l'article 4 de la loi sur l'égalité, mais ça représente aussi une utilisation non autorisée du matériel informatique ou de la messagerie électronique mise à disposition par l'entreprise. Donc, clairement, une violation du devoir de fidélité de la personne salariée, du devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur ou de son employeuse. Voilà pour le harcèlement sexuel. Quelques mots par rapport au mobbing. Je regarde quand même l'heure, j'ai l'impression. Ah, j'ai complètement sous-évalué le temps. Avant, vous m'avez dit, mais prenez plus de temps. Finalement, je me suis vraiment étendue. Très bien. Alors, je vais quand même finir ce chapitre et puis on verra si on traite du troisième ou pas. Voilà, au risque de décevoir les personnes qui étaient particulièrement intéressées par le troisième chapitre.
Donc, pour ce qui est du harcèlement psychologique, je vous rappelle qu'on a une définition uniquement jurisprudentielle qui est constante, en fait, depuis une vingtaine d'années. Le tribunal fédéral définit le harcèlement psychologique comme un enchaînement, donc une suite de propos ou d'actes hostiles qui doivent être répétés fréquemment pendant une longue durée, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent vraiment à isoler, à marginaliser, à exclure sur leur lieu de travail une personne. Alors, j'ai mis sur la diapositive les références d'un article paru cette année qui donne plusieurs exemples de quels pourraient être des actes hostiles susceptibles de constituer du cyberharcèlement, donc du cybermobbing en l'occurrence. Alors, je me limite à mentionner quelques-uns des nombreux exemples donnés dans l'article. Étant précisé toujours qu'il faut aussi que le critère de la répétition, en principe, soit rempli, et puis qu'il faut toujours, dans chaque cas, pour pouvoir qualifier une situation de mobbing, avoir une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas concret. Donc, un acte aussi, ça peut être donc un acte qui vise à isoler un ou une collègue, par exemple en l'excluant systématiquement des listes de distribution d'emails. Ça, ce serait... Ou alors en ne répondant pas systématiquement à ses courriels, ce qu'on appelle le ghosting. Ça peut être une forme contemporaine, finalement, d'actes visant à isoler la personne, ou il y a des actes visant à déconsidérer la personne, par exemple, si on transfère à des tiers des emails avec un contenu sensible. Typiquement, si ce contenu sensible, c'est par exemple des indications sur l'orientation sexuelle de la personne, il y a un tel transfert peut être qualifié de outing, si vous voulez dévoiler l'orientation sexuelle d'une personne contre sa volonté. Ensuite, on peut aussi penser à le fait d'utiliser de manière mal intentionnée et non justifiée cette fonction copie cachée qui fait finalement qu'on ne sait pas qui lit avec le message, ou alors modifier le contenu d'email qu'on transfère de façon finalement à biaiser la manière, l'interprétation qui sera faite de ces courriels par de futurs lecteurs ou lectrices. Donc, par exemple, si vous avez une chaîne de conversation, en enlevant certains emails qui font que la personne tierce à qui sera transférée toute la conversation ne va pas comprendre, va peut-être trouver exagérée une réaction parce qu'elle n'aura pas vu les 3 mails qui précédaient, mais aura l'impression qu'elle a une vision complète de la conversation. Donc voilà, ça c'est des formes plus nouvelles de mobbing, de harcèlement psychologique sur le travail. Alors pour ce qui est du critère de la répétition, comme je vous disais, en principe, un seul acte ne suffit pas. Mais à l'ère numérique, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas réinterpréter ce critère de la répétition? Au sens où le transfert d'une seule vidéo ridiculisant votre supérieur hiérarchique, c'est un transfert, mais évidemment, si la vidéo peut être reproduite un nombre illimité de fois et partagée à l'infini, eh bien, à mon avis, il faudrait considérer que le critère de la répétition est rempli, même s'il s'agissait d'un seul acte. Voilà, donc j'avais prévu un 3e chapitre. Pour le moment, je vais le laisser de côté. Je voulais quand même, pour quand même conclure dans des temps raisonnables. Je dirais en conclusion, d'abord, je voulais quand même attirer encore votre attention sur certaines activités du pôle Bernstein, dont il a déjà été question tout à l'heure, notamment des activités sur les thèmes, c'est l'objet de cette conférence, santé, sécurité au travail à l'heure de l'industrie 4.0, ou le harcèlement, et puis on a aussi fait récemment une table ronde sur la surveillance numérique. Je dirais pour conclure, en fait, que le défi principal, de mon point de vue, à relever en matière de protection de la personnalité à l'ère numérique provient vraiment de ce brouillage des frontières entre vie professionnelle et vie privée, brouillage induit par l'utilisation de ces nouvelles technologies. Alors, afin de prévenir en fait l'épuisement professionnel qui c'est dû à cette hyperconnectivité, il devient nécessaire de tracer de nouvelles frontières, de définir de nouvelles règles, ce qui peut se faire notamment lors de la négociation d'accords de déconnexion. Et de même, afin de prévenir le harcèlement et aussi d'ailleurs la surveillance illicite via les outils numériques, il convient, à mon sens, de réinterpréter la notion de lieu de travail et d'assurer
une protection non plus seulement en fonction de l'endroit où se produisent les actes, mais surtout en fonction des conséquences que ces actes sont susceptibles d'avoir sur la santé des personnes concernées et l'accomplissement de leur travail dans des conditions justes et équitables.